Il est 8h30 sur LCI. On accueille sur ce plateau notre invité Laurent Jacobelli. Merci d'être avec nous. Porte-parole du Rassemblement national. Et à mes côtés, Julien Arnaud du service politique d'LCI. Alors on va revenir dans quelques instants sur l'Afghanistan, sur le pass sanitaire. Mais d'abord, une image qui fait l'actualité, la visite d'Emmanuel Macron dans le Var pour apporter son soutien au personnel mobilisé sur les feux qui ravagent donc l'arrière-pays de Saint-Tropez là, depuis lundi. Il a eu raison d'aller apporter son soutien. Il est dans son rôle, le président, là? Oui, bien sûr, à quelques kilomètres en plus de son lieu de villégiature, je trouve que c'est une bonne chose, et il faut le dire quand il y a des bonnes choses, d'aller voir les pompiers, d'aller voir tous ceux qui se battent sur le terrain, d'aller soutenir les populations. Bien sûr, maintenant, il faut des actes aussi derrière. Hein. Vous savez qu'il y avait des représentants de l'Office national des forêts, notamment, qui gèrent le bon entretien de nos forêts, et c'est important pour prévenir les incendies, et qui subissent une grosse perte de moyens depuis quelques années. Aller soutenir les pompiers, c'est important. Je pense qu'il est temps aussi de renoncer à cette folie de la vaccination obligatoire pour les pompiers et de mesures de rétorsion si jamais ils refusent. On voit qu'on a besoin d'eux. Et puis là aussi, remettre les moyens. On sait qu'il y a beaucoup de casernes de pompiers qui ont fermé, que le travail des pompiers professionnels et volontaires est rendu plus difficile pour des causes de moyens. Et bien, que le président soit logique, le soutien verbal et physique, c'est bien. Le soutien opérationnel et financier, c'est mieux. Alors on voit Emmanuel Macron, en quelque sorte, père de la nation, on va dire, au chevet des père sinistrés. Fouettard de la nation, ces derniers temps. Des secouristes, en tout cas, dans le Var. Chef de guerre aussi, chef des armées, après son discours, son allocution solennelle, on l'a vu sur l'Afghanistan lundi. Et surtout, hier soir, lorsqu'il était à Bormes-les-Mimosas, il a voulu, en quelque sorte, mettre les points sur les i, répondre aux critiques à tous ceux qui avaient commenté ses propos, notamment en disant « je veux lutter contre les flux migratoires ». Et là, il a dit, écoutez, allez réécouter mes 11 minutes d'intervention et arrêtez de faire des commentaires sur des commentaires. Ça s'adresse à vous, ça? Je ne sais pas à qui ça s'adresse, peut-être à nous, peut-être à la gauche, en tout cas à son opposition, c'est-à-dire à beaucoup de monde. Je pense que sa fermeté qu'il a pu avoir sur les flux migratoires liés à l'Afghanistan aura duré quelques heures. Déjà dans la nuit, par tweet, il rétropédalait. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant de la part d'un président de la République dont le contrôle des flux migratoires... Enfin, il rétropédale pas tellement. Il a prévu avec Angela Merkel de mettre en place une riposte au niveau européen face aux flux migratoires éventuels. Parlons-en. Cette politique ne marche pas, alors continuons là. On a bien vu lors des événements de Syrie en 2015 que la politique conjointe avec Mme Merkel ne fonctionnait pas. Le président de la République dit d'un côté il faut contrôler les flux migratoires, mais il donne les clés de cette gestion à Mme Merkel et à l'Union européenne. Angela Merkel qui ne veut pas refaire la même erreur que 2015, elle l'a dit. Bien sûr. Je vais juste vous citer un chiffre. Frontex, qui est l'agence, on va dire, qui est supposée contrôler les frontières de l'Union européenne, à qui le président de la République veut confier cette mission, vient d'annoncer que dans les 7 premiers mois de 2021, la hausse des passages de frontières illégaux sur le territoire européen avait augmenté de 59%, vous m'entendez bien, par rapport à l'année dernière. Donc ils sont incapables de gérer les frontières. Emmanuel Macron est incapable de gérer nos frontières. Et on va continuer comme ça? Non. Je pense qu'il faut une politique plus sage. Il faut revoir en profondeur les accords de Schengen. Mais une fois encore, le président de la République ne doit pas donner les clés de la politique internationale à d'autres. Il doit les reprendre. C'est à lui que les Français l'ont confié. Et il doit lui-même imposer un contrôle des frontières. Un chiffre, pour montrer que ce que dit le président de la République ne correspond pas à la réalité. Il y a déjà, au moment où on se parle, 10 000 réfugiés afghans par an qui demandent l'asile politique en France. Les 4/5e l'obtiennent. Le 5e qui ne l'obtient pas reste quand même en France. L'invasion migratoire afghane a déjà commencé, si on peut dire. Justement, pour bien mettre les choses à plat et au clair, il faut faire le distinguo entre, d'un côté, ceux qui demandent le droit d'asile, ceux qui l'obtiennent, car instabilité dans le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport avec ces personnes-là? La France, tradition de terre d'accueil, vous dites, on en fait quoi aujourd'hui? Puis le deuxième point, comme ça vous répondrez aux deux, sur justement une fermeté vis-à-vis des réseaux, notamment d'exploitation des êtres humains, parce que ça existe sur ceux qui veulent faire du commerce, entre guillemets, de l'exploitation, de la traite avec les êtres humains, et puis ceux qui voudraient rentrer, effectivement, parce que leurs intentions, on l'imagine bien, ne sont pas forcément pacifiques. Il y a ces deux volets, il ne faut pas les confondre. Bien sûr. Il y a plusieurs cas. D'abord, il faut rapatrier les Français, c'est une évidence. Tous ceux qui ont été auxiliaires de l'armée française, qui ont traduit pour nous, qui ont travaillé avec nos soldats. Il faut les protéger, ils reviennent. Il faut les protéger et il faut les accueillir. Je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. L'idée n'est pas d'avoir une politique inhumaine, entendons-nous bien. L'idée est d'avoir une politique juste. Pourquoi, dans un pays, nous accueillerions
tous ceux qui ne veulent pas rester dans le pays. Ce n'est pas possible. Là, il y a des règles à l'asile qui politique. souffrent du terrorisme, qui risquent d'être pris pour cible par les talibans. C'est un drame humanitaire qui se joue aussi. Il y a deux procédés. Soit les gens restent sur place pour combattre, c'est finalement l'attitude la plus normale et la plus saine. Soit ils demandent l'asile politique à des pays, mais ils le font dans des pays voisins. Nous n'avons pas à le faire ici, et ils font la demande à des pays qui leur sont proches par la langue, proches par la culture. Mais je le répète, la France n'a pas à accueillir tous les Afghans qui ne peuvent pas rester en Afghanistan. J'imagine que quand vous entendez certains maires Europe Écologie Les Verts en France dire nous on est prêt à accueillir notamment tous ceux dignement, ces réfugiés le maire de Lyon, la maire de Besançon. Vous leur dites quoi? Ce sont des inconscients. Ce sont des inconscients parce que accueillir sans contrôle et sans sélection, j'allais dire, sans enquête, toute la misère du monde, eh bien c'est faire entrer sur notre sol des gens dont on ne connaît pas le pédigré et peut-être aussi des terroristes qui s'infiltreraient. Vous savez, on l'a vécu en 2015. Malheureusement, la France a payé un lourd tribut de ces gens qui s'infiltraient dans les voies migratoires, ces autoroutes migratoires qui venaient notamment d'Irak et de Syrie et qui sont venus tuer des Français. Je pense que ce n'est pas raisonnable, mais vous savez, moi j'attends rien de la part de gens qui, comme dans ma région, le Grand Est, à Strasbourg, veulent financer à hauteur de 2,5 millions une mosquée islamiste. Ces gens, aujourd'hui, pour des raisons électoralistes, pour des raisons souvent inavouables, de simples soucis de réélection, envoient des signaux communautaires très inquiétants. Alors, il y a ce qui se passe en France, mais il y a ce qui se passe aussi sur le terrain, en Afghanistan. Vous avez certainement entendu, peut-être écouté les déclarations du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et vu aussi cette conférence de presse, on en a parlé ce matin dans la matinale de LCI, première conférence de presse des talibans, et on a un ministre français qui nous dit il revient aux talibans en quelque sorte de faire preuve de leur nouvelle respectabilité, de montrer qu'ils ont changé. Écoutez, soit c'est un langage diplomatique et soit c'est une naïveté sans nom. D'abord, il parle de faire un gouvernement inclusif. Alors, c'est ce nouveau langage des États-Unis ou woke. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il souhaite des femmes au gouvernement? Auquel cas, là, je pense qu'il croit un petit peu au Père Noël. Et s'il croit vraiment que les talibans ont changé, c'est très inquiétant pour la défense de la France. Vous savez, un loup qui bêle ne deviendra pas un agneau. Je pense qu'ils ont fait des efforts de communication, sûrement entraînés par le Qatar qui les a hébergés. En revanche, dans la réalité, ils veulent l'application de la charia. Il ne faut pas se leurrer. Il y a un risque énorme que l'Afghanistan devienne la banque, l'armurerie, le camp d'entraînement de tous les fanatiques islamistes de la planète. Et nous devons être très vigilants et en aucun cas naïfs. Très honnêtement, le discours du président de la République qui veut continuer avec le contrôle des frontières européennes et le discours de Jean-Yves Le Drian qui espère un changement des talibans fait un peu froid dans le dos. Et le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir là pour justement essayer de mettre en place une réponse face à ces menaces terroristes. Je voulais qu'on revienne à ce que dit Marine Le Pen dans son communiqué. Les États-Unis ont démontré leur incapacité à défendre et donc à représenter les intérêts du monde libre. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Est-ce qu'il faut une vraie défense européenne? Il faut une vraie stratégie internationale française. Vous savez, moi je viens du gaullisme et je me souviens bien que quand la France veut, la France peut imposer sa vision au monde. Aujourd'hui, on a donné les clés de notre politique internationale pour la défense à l'OTAN et aux États-Unis, pour les relations étrangères à l'Union européenne. Or, les deux, pour des raisons diverses, sont incapables de défendre les intérêts de la France. Peut-être ne le veulent-ils pas, d'ailleurs, peut-être ont-ils d'autres intérêts. Il faut reprendre les rênes, il faut que la France s'impose. La France, elle a une vision à donner, cette vision démocratique, républicaine, d'autonomie des peuples et de libre décision de chaque nation. Nous devons l'imposer à nouveau. On ne peut pas être tributaire des décisions des autres, des volontés hégémonico-économiques des États-Unis ou du laxisme et du laisser-faire et de l'incompétence de l'Union européenne. On va revenir en France, si vous le voulez bien, Laurent Jacobelli, notamment sur cette actualité sanitaire. Dernier élément en date, c'est ce centre de vaccination contre le Covid près de Toulouse. Vous avez certainement vu ces images qui a été la cible de dégradation, qui a entraîné la perte de milliers de doses. Est-ce que cette violence, quand on peut parler de violence, est-ce qu'elle vous choque et vous dites ces gens-là sont irresponsables? Oui, bien sûr, clairement. Nous condamnons, ces gens-là sont des irresponsables, vous l'avez dit. Il y a eu dégradation, il y a eu attaque de lieux publics, etc. Il faut qu'ils soient attrapés et condamnés. On peut être contre le pass sanitaire, on peut avoir des réflexions sur le vaccin, mais tout ça doit se faire dans un cadre démocratique, tout ça doit s'exprimer comme on le fait en ce moment, tout cela doit s'exprimer à l'Assemblée, mais
vraiment, naturellement. Donc ça, vous le condamnez? Totalement, mais sans aucune restriction. Alors justement, il y a cette colère en France en ce moment d'une minorité, mais elle est quand même là. Des manifestations qui se poursuivent là. Il y a eu 5 week-ends de mobilisation consécutifs. Il y a un petit peu de tout. Il y a des gens d'extrême gauche, des gens d'extrême droite, il y a des gilets jaunes, des complotistes, des anti-vax, des anti-vaccins, des anti-pass. Ce sont deux choses différentes. Vous vous situez où, vous, au Rassemblement national? Le Rassemblement national est pour la liberté vaccinale. Nous reconnaissons bien évidemment le rôle essentiel du vaccin dans la lutte contre la pandémie. Nous pensons que c'est un choix personnel, et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, 2/3 des Français vaccinables sont vaccinés, donc ça marche assez bien en termes de choix personnel. Par contre, nous sommes contre le pass sanitaire pour une raison très simple, c'est une raison de proportionnalité. Nous trouvons qu'il est disproportionné de tailler dans les libertés individuelles, la liberté de se déplacer, la liberté de travailler, la liberté même d'aller à l'école pour les plus jeunes, par rapport au résultat de ce pass sanitaire, qui est souvent d'ailleurs une aberration, c'est-à-dire que pour prendre le train, le TGV, vous devez avoir le pass sanitaire, pour prendre le TER ou le métro, ce n'est pas utile et vous pouvez vous entasser. Il y a tellement d'absurdités, tellement d'impossibilités de contrôle que cela ne sert probablement à rien. Et d'ailleurs, on a l'exemple anglais. L'exemple anglais, depuis un mois, qui a rouvert les restaurants, rouvert les lieux publics sans passe sanitaire. Donc il fallait faire quoi? Lever toutes les restrictions? Non, il fallait garder effectivement tous les gestes barrières, demander à ce qu'il y ait des protocoles très stricts effectivement dans les lieux publics, le port du masque notamment dans les théâtres, etc. Mais surtout, le gouvernement doit faire le travail qui lui incombe plutôt que de demander aux Français de faire tous les efforts. Moi, je suis revenu de vacances, on en parlait avant l'antenne, il y a quelques jours. Quand je suis arrivé d'Espagne en France, à l'aéroport, on ne m'a rien demandé. C'est-à-dire qu'il arrive aujourd'hui en France des gens qui importent de nouveaux variants. Le gouvernement ne fait pas le travail. Il y a encore des lits d'hôpitaux qui continuent de fermer. C'est là que le gouvernement devrait faire le boulot aussi. Le gouvernement qui essaie d'agir en amont. Mais justement, c'est ça l'amont. C'est ça l'amont. C'est d'empêcher que de nouveaux variants arrivent au maximum. C'est surtout d'empêcher les gens d'aller à l'hôpital, d'où ce pass sanitaire. C'est de faire en sorte qu'il y ait les moyens d'accueillir les gens malades à l'hôpital. C'est tout un tas de mesures de bon sens que le gouvernement ne prend pas. Et parce qu'il a failli dans toutes les étapes, on ne va pas reprendre les masques, les tests, le vaccin, eh bien aujourd'hui, ce sont les Français qui trinquent. Obligation vaccinale pour tous, non. Ça vous seriez... Du coup, ça enlèverait les discriminations. Mais je vais vous dire, avant d'en arriver là, les efforts du gouvernement doivent être portés sur la vaccination pour les 5 millions de Français à risque qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui. On veut vacciner de force quasiment les gamins de 12 ans dans les écoles. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas à risque. Pour que demain, ils ne contaminent pas des gens à risque qui ne sont pas vaccinés. Eh bien, autant aller convaincre ces gens à risque non vaccinés. Comment vous regardez ces manifestations du samedi, Laurent Jacobelli? Parfois, ces violences, en tout cas ces mots violents qui sont dits dans la foule. Il y a cet article très intéressant sur le site du Point de notre collègue confrère Saïd Maran qui dit « Anti-vax, anti-pass, antisémite, les enfants au cœur de la stratégie, notamment avec les complotistes qui évoquent les risques pour leurs enfants pour mobiliser les parents. » Quand on a vu dans ces manifestations beaucoup d'enfants qui étaient là avec leurs pancartes et des parents derrière. Est-ce que ça vous choque, ça? C'est très difficile de porter une opinion générale sur ces manifestations, parce que vous l'avez très bien expliqué, il y a des gens un petit peu qui sont là pour des tas de raisons différentes, mais je pense que l'immense majorité ne comprennent pas ces atteintes aux libertés individuelles, et c'est là-dessus qu'il y a manifestation. Vous savez, moi, je crois que si on en arrive là, si aujourd'hui, dès qu'il y a un désaccord avec le gouvernement, ça aboutit à une manifestation, c'est parce que le jeu démocratique, aujourd'hui, ne joue pas à plein. On est notre démocratie, on le voit bien à l'Assemblée, n'est pas assez vivace, l'opposition n'est pas assez écoutée, les lieux de débat ne sont pas assez nombreux, et puis le président stigmatise tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et on en arrive à cette situation de division, de confrontation, qui nous rend malheureux. Il est temps de réunir les Français. Et vous appelez à continuer les manifestations ou pas? Mais nous ne sommes ni organisateurs, ni nous n'appelons à manifester. Chacun Donc vous fait n'appelez ce pas qu'il veut. à manifester Chacun fait exactement ce qu'il veut. Ça a toujours été d'ailleurs Vous ne serez pas derrière la banderole avec Florian Philippot ou Nicolas Dupont-Aignan? Non, à titre personnel, pas du tout. En revanche, je me bats contre le pass sanitaire, bien évidemment. Allez, il nous reste une petite minute encore. On va parler de la rentrée du Rassemblement national. Marine Le Pen passe bientôt le relais. Un changement profond au RN, ou alors finalement c'est la continuité et puis on la laisse se consacrer à la présidentielle? Il faut absolument que notre candidate naturelle et celle qui représente bien la meilleure opposition à Emmanuel Macron. On l'a pas beaucoup entendu cet été. Écoutez, elle travaille. Il y aura une rentrée. D'autres responsables politiques étaient sur le front, envoyer des cartes postales, des
Jean-Luc Mélenchon, à Emmanuel droite, Macron d'ailleurs. Xavier Écoutez, Bertrand. soyez patients, début septembre, ce sera notre rentrée, notamment à Fréjus. Emmanuel Macron et tout cela peuvent bien parler l'été. Nous arriverons là. Marine Le Pen s'exprimera et je pense que cette parole, elle est entendue au moment où le président de la République, on le voit bien, ne contrôle pas grand-chose des mots qui attaquent la France, qui divisent les Français. Il est temps d'un projet d'union qui rassemble, qui ramène les libertés publiques et puis qui protège les Français. Il est temps, socialement, économiquement, sanitairement, internationalement, face à l'insécurité et à l'immigration, il faut protéger les Français, des Français unis qui travaillent ensemble à leur destin. C'est ça le projet de Marine Le Pen. Oui, rapidement, vous m'y faites penser en parlant d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen en même temps. Vous avez vu ce hashtag Emmanuel Le Pen fleurir sur les réseaux sociaux à la suite du discours d'Emmanuel Macron en disant finalement il a repris les termes de Marine Le Pen et c'est la même chose. Écoutez, moi, si jamais Marine Le Pen a servi de lanceur d'alerte sur les risques de flux migratoires d'Afghanistan, tant mieux. Je vous l'ai dit, je ne crois pas une seconde en l'action d'Emmanuel Macron et on voit bien que les premières décisions qu'il a prises, c'est faire comme d'habitude, c'est-à-dire reprendre des recettes qui ne marchent pas. Monsieur Snowden a fait un coup d'éclat sur Twitter, mais ce n'est aucune réalité derrière, bien évidemment. Emmanuel Macron qui essaie de mettre en place une stratégie donc avec Angela Merkel pour lutter contre des éventuels flux migratoires. C'est tout dire. On suivra ça sur LCI. Merci Laurent Jacobelli d'être venu sur notre plateau. Merci.